parle pas assez fort, peut-être. Ou alors je vais changer plus approprié. Oui, celui-là est bon, mais celui-là marche pas. Voilà, on va y arriver. Merci beaucoup et merci Madame Le Houerou également d'être présente aujourd'hui. Je vous remercie également d'avoir pris soin avant l'audition de répondre au questionnaire qui vous a été adressé. Nous poursuivons nos travaux sur cette mission d'information consacrée complémentaire santé et pouvoir d'achat. Ça a été exprimé de façon large, et d'ailleurs on va le traiter de façon large, c'est-à-dire essayer d'examiner tous les déterminants qui font qui font le prix d'une complémentaire santé à la fin, et pour diverses catégories de Français, tous les Français ensemble, mais on voit bien que tous les Français ne sont pas confrontés, notamment en fonction de leur âge ou de leur lieu de résidence, au même tarif des complémentaires. Donc les déterminants, c'est le partage entre assurance maladie, assurance obligatoire et complémentaire sur les différents postes de dépenses de santé. Bonjour. Ce sont les frais de gestion, les dépenses de courtage qui ont semble-t-il, pris leur essor, un essor particulier depuis quelques années. C'est la tarification, enfin c'est plein de choses. Et notre souci est évidemment d'essayer d'identifier des leviers pour faire en sorte que ces tarifs de complémentaires évoluent de la façon la plus modérée possible, en étant bien conscient que la base de l'augmentation, c'est avant tout l'augmentation des dépenses de santé elles-mêmes, le vieillissement de la population, les technologies médicales, etc. Donc on est très intéressé par cette audition, et je vous prie d'excuser le rapporteur Iacovelli qui n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui, parce qu'il est en parallèle une mission parlementaire du gouvernement. Il s'agit d'une réunion plénière donc, qui donne lieu à une captation vidéo, un enregistrement, un compte rendu, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire de la langue de bois, mais je vous donne le cadre. Je vais vous poser peut-être une première série de questions, et puis mes collègues sénateurs vous poseront également des questions à leur tour. Peut-être vous pouvez, dans un propos introductif, nous dire chacun quels sont vos liens avec les familles de complémentaires santé dont vous traitez les litiges, c'est-à-dire les mutuelles, les institutions de prévoyance, les sociétés d'assurance. Quelle est l'ampleur quel est le nombre de saisines que vous recevez concernant les complémentaires santé? Est-ce que c'est un gros sujet ou pas? Alors peut-être pour les mutuelles, enfin c'est une question peut-être plus pour les compagnies d'assurance et les IP que bonjour. Que révèlent les dossiers qui vous ont soumis sur les dysfonctionnements du système actuel et des complémentaires de santé? Il s'agit de la gestion des contrats, le montant des cotisations, celui des prestations versées ou de l'information des consommateurs, parce que ça aussi c'est un de nos grands points d'investigation, c'est le niveau de transparence de l'offre des complémentaires santé. En gros, quelles sont les causes de mécontentement les plus fréquentes des assurés qui vous saisissent? Dans vos réponses écrites dont nous avons pris connaissance, vous signalez la relative fréquence des réclamations concernant l'optique et le dentaire. Donc, est-ce que vous pouvez
élaborer, détailler un peu ce point et quelles conclusions en tirez-vous sur ce qu'il faudrait changer. Enfin, c'est d'ailleurs une question assez générale que je vous pose. C'est au vu des réclamations dont vous êtes destinataire, est-ce vous avez le sentiment qu'il y a des curseurs à bouger, il y a des choses à réformer dans le système pour que votre travail, votre tâche soit allégée, que vous ayez moins de réclamations et que le système soit à la fois plus transparent encore, moins onéreux globalement et meilleur pour les assurés, c'est-à-dire qu'ils soient remboursés au mieux, au plus utile, etc. Si vous pouvez nous éclairer un peu sur... alors, vous n'avez peut-être pas beaucoup de saisines là, les concernant, j'en sais rien, mais la question du courtage nous préoccupe un peu. Donc, on veut bien avoir votre point de vue. Est-ce que vous avez des réclamations, notamment sur le démarchage téléphonique de la part des assureurs, ou enfin assureurs au sens large, ou des intermédiaires, voilà, des sociétés de courtage. Voilà, je vais arrêter la liste, il y en a bien d'autres, mais ça fait une première mise de jeu. Et voilà, vous répondez chacun, et puis mes collègues sénateurs vous poseront également des questions pour compléter. Dans l'ordre qui vous conviendra. Écoutez, si mes collègues n'y voient pas d'objection, je vais faire jouer le privilège de l'âge. Vous avez déjà votre micro rouge. Donc non, mais je vais faire jouer le privilège de l'âge. Donc là, c'est incontestable. D'accord. Allez-y. Bien, mais donc, en fait, moi, je ne vais pas être très original. Hein. Je vais suivre le canevas que vous venez de nous indiquer, essayer de répondre aux questions le plus précisément possible. Et puis, effectivement, au cours de la discussion, ensuite, les précisions que vous voudrez bien me demander, si je suis capable de vous les donner, je vous les donnerai avec le plus grand plaisir. Alors, quant à moi, à l'issue d'une carrière d'un peu plus de 33 ans au sein de l'armée de l'air, j'ai été nommé par le ministre de la Défense fin 2007, président de la MAA étant la mutuelle de santé de l'armée de l'air, puis toujours par le ministre, respectivement, premier vice-président et président de la mutuelle UNEO. Mutuelle UNEO créée en 2019 par la fusion des 3 mutuelles de militaires, la mutuelle de l'armée de l'air, la mutuelle nationale militaire et la mutuelle de la gendarmerie. Au terme de mon mandat de président en 2017, Thierry Baudet, qui était alors président de la Fédération nationale de la mutualité française, m'a proposé le poste de médiateur de la mutualité française, poste que j'ai accepté parce que ça me permettait de rester dans le monde de la mutualité, dans lequel je me trouvais fort bien, parce que les valeurs mutualistes se rapprochent beaucoup, dans une certaine mesure, des valeurs militaires. Oui, pardon. Et donc, en référence à ce que je demandais tout à l'heure, donc vous avez été désigné par la mutualité française, oui. Et votre périmètre d'intervention, ce sont les mutuelles adhérentes de la mutuelle. 233 mutuelles santé et prévoyance qui adhèrent à la médiation, à la mutualité française, et 170 sur ces 233 ont choisi la médiation de la mutualité. Ah oui, donc c'est un sous-ensemble d'un gros sous-ensemble de la mutualité. C'est-à-dire les mutuelles ont eu le libre choix d'opter soit pour la mutualité française qui était mise en place, soit effectivement de trouver un médiateur de leur choix. D'accord, mais elles ont obligation d'avoir un système de médiation. Absolument, mais elles ne sont pas obligées d'avoir recours au médiateur de la mutualité. Et quels autres médiateurs que vous interviennent ? Ça peut être un médiateur de chaque mutuelle. Si je suis une mutuelle, je peux mettre pense qu'il y a une des plus grosses mutuelles de la mutualité française qui n'a pas recours à la médiation de la mutualité, qui est avec un cabinet de médiation. Un cabinet de médiation. D'accord, parfait, c'est compris. Voilà, donc j'ai été nommé pour une durée de 6 ans par l'Assemblée générale de la FNEF en juin 2017. Nomination agréée par la CECMC en septembre 2017. Et puis un second mandat m'a été accordé par la FNMF toujours le 15 juin 2023 et agréé par la CECMC donc le 20 décembre 2023. Donc j'entame mon deuxième mandat. Enfin, il est bien entamé maintenant, ça fait pratiquement une année que mon deuxième mandat est entamé comme médiateur de la mutualité française. Alors, comme je vous l'ai dit, effectivement, 170 mutuelles sur les 233 mutuelles santé et mutuelles prévoyance de la mutualité française ont choisi la médiation du médiateur.
Sur le nombre de saisines, nous avons en 2023 1847 saisines. Nous en avions 17... Pardon, je ne vais pas vous interrompre toutes les 2 secondes. Ça, de fait, est-ce que pour les gens qui adhèrent à une mutuelle, c'est pas déjà un premier système, enfin une première complication d'avoir plusieurs systèmes de médiation? Alors chaque personne n'en a qu'un, mais si j'adhère à la mutuelle Dupont ou Durand et je cherche médiateur sur Internet, je vais en trouver. Non, parce que forcément, quand vous avez votre mutuelle, vous indique quel est le médiateur auquel vous devez avoir recours si vous avez un litige avec elle. C'est obligatoire. Les mutuelles doivent communiquer le nom et les coordonnées de leur médiateur. En cas de litige. En cas de litige, bien évidemment. C'est ça. Donc, en cas de litige, il faut d'abord que je m'adresse à ma mutuelle et la mutuelle me dit à qui je dois m'adresser. Ceci étant, sur le site de la mutualité, j'ai une page pour le médiateur. Je connais un peu le secteur, j'ai été assurée dans des mutuelles, jamais j'ai su qui était mon médiateur. Alors, j'ai jamais eu de conflit particulier non plus. Moi, j'ai 33 ans de carrière dans l'armée de l'air, étant à la mutuelle de l'armée de l'air, je ne me suis jamais soucié de ma mutuelle. Voilà. C'est le jour où j'étais en 2e section que j'ai compris qu'il y avait une mutuelle et qu'il fallait que et puis j'en ai eu la charge. Non, mais c'est ça. Donc, en fait, c'est en cas de litige, les gens se rendent compte de qui est le médiateur. Parce qu'en cas de litige, de toute façon, il y a obligation pour d'indiquer les coordonnées et le recours au médiateur. Donc 1800 environ saisines en 2023, une augmentation de 15,2, et pas une augmentation si énorme que ça par rapport à l'année 2022. 15%. Alors, en revanche, la tendance est à la diminution des saisines relatives aux complémentaires santé. Nous sommes passés de 60% des saisines en 2020 à 52% en 2023. Les contrats de complémentaire santé restent majoritaires, mais près de la moitié des saisines concernent les domaines des contrats de prévoyance, notamment les contrats garantissant l'incapacité de travail et l'invalidité. Okay. Alors, comme j'indique depuis de nombreuses années dans les rapports d'activité, la baisse des réclamations concernant les complémentaires santé résulte, à mon avis, de plusieurs facteurs. D'abord, une meilleure compréhension des contrats responsables de la part des sociétaires. Une meilleure lisibilité des garanties santé. En ce sens, des travaux ont été menés sur ce sujet avec le comité consultatif du secteur financier, le CCSF, et qui a permis l'harmonisation des principaux intitulés de postes de garantie et la mise à disposition d'un tableau d'exemple de remboursement en euros sur les actes les plus fréquents, de façon à ce que les sociétaires puissent effectivement voir la réalité de ce qu'ils pourraient avoir comme remboursement. C'est appliqué par tout le monde dans votre champ? Parce que tout à l'heure, j'ai fait un petit sondage assureurs, mutuelles, avec des noms connus pour essayer d'avoir les tarifs. On me demande systématiquement mon nom, mon prénom, mon adresse, mon téléphone et je clique sur demande de devis, quoi. Enfin, c'est pas, ça paraît pas être en accès totalement libre, direct en tout cas. Je pense que moi, médiateur, j'en vois des effets bénéfiques parce qu'il y a un peu moins de recours quand même. Donc je pense qu'il y a eu une prise de conscience quand même s'il y a encore, je reviendrai, beaucoup de travail à faire sur les mutuelles quand même, malgré tout. Néanmoins, oui, c'est ce que je note, des efforts de clarté dans les tableaux de prise en charge restent à faire. Et puis, il y a eu l'entrée en vigueur de la loi relative au droit de résiliation sans frais de la complémentaire santé, c'est-à-dire la résiliation infra-annuelle, qui a effectivement entraîné une diminution sensible des litiges relatifs à la résiliation des contrats, moins 10% entre 2022 et 2023, même si encore dans la gestion des contrats, on a encore une part de litige concernant la résiliation. Il y en a encore 15%. Mais il y a une diminution quand même par rapport à l'année précédente. Sur le problème des dysfonctionnements éventuels des complémentaires santé, les litiges qui concernent les contrats des complémentaires santé portent majoritairement sur les prestations, pour 70% des litiges, et pour 30% sur la gestion des contrats. Concernant les prestations, ce sont les postes de soins dentaires et optiques qui suscitent le plus de mécontentement. Alors, si certains litiges font apparaître des dysfonctionnements des organismes mutualistes, ceux-ci concernent beaucoup plus l'information communiquée aux adhérents que l'exécution du contrat lui-même. Et chaque année, dans mes rapports, je fais des recommandations qui portent sur la qualité de cette information que doivent dispenser les mutuelles, leur pertinence au regard des questions posées par les adhérents et sur la pédagogie dont ils doivent faire absolument preuve vis-à-vis des adhérents.
Et en 2003, je mets un focus dans le rapport sur les devis de prestations et les devis de cotisation qui ne sont pas toujours très clairs. Mais il faut noter quand même une attitude un peu plus consumériste des adhérents. Ils considèrent que les prestations prévues par leur garantie, souvent, sont un dû. Et même si les conditions de délivrance de la prestation prévue au contrat ne sont pas toujours remplies, ils estiment avoir droit à la prestation. Par exemple, demander le report sur l'année suivante d'un forfait non utilisé l'année N, ou changer systématiquement d'équipement optique tous les 2 ans, comme le permet la réglementation. Les litiges relatifs au remboursement des audioprothèses, s'ils sont peu nombreux, c'est parce qu'il y a peu de recours à l'audioprothèse, mais je pense que ça témoigne aussi d'une mauvaise compréhension des modalités de prise en charge dans le cadre du 100% santé. C'est assez compliqué de savoir comment on est remboursé par oreille, pas par oreille, le forfait, le montant. C'est un peu compliqué. Je pense que les choses vont, au fil du temps, s'arrondir. Et puis, surtout, les gens auront de plus en plus recours à l'audioprothèse, compte tenu de la publicité éhontée qui est faite sur les chaînes par tous les vendeurs. Je pense qu'ils ne seront pas insensibles. Les causes du mécontentement, quelles sont-elles? Alors, que ce soit en matière de contrat de complémentaire santé ou de contrat de prévoyance, mais c'est le complémentaire santé qui nous intéresse ici, dans une proportion non négligeable de litiges, les réclamants se plaignent, à tort ou à raison, mais je l'ai déjà évoqué, d'un défaut d'information et de conseil, que ce soit en phase précontractuelle ou au cours du contrat. Dans le cadre des litiges, notamment portant sur les fausses déclarations, par exemple, les adhérents mettent toujours en avant, si ce n'est l'absence de fausses déclarations, tout au moins leur bonne foi, lors du remplissage du questionnaire médical, ce qui tente à montrer que celui-ci n'est pas suffisamment clair et suffisamment précis. Effectivement, quand on demande « est-ce que vous avez été malade ces dernières années ?», effectivement, c'est très difficile de remplir des questionnaires dont les questions ne sont pas suffisamment précises. Et puis, ça peut effectivement prêter à critique, croire qu'il y a une fausse déclaration intentionnelle. Or, souvent, effectivement, l'adhérent ne fait pas de fausse déclaration. Sur la fréquence des réclamations concernant l'optique et les frais dentaires, alors, pour moi, cette fréquence des litiges ne résulte pas de l'application du 100% santé, puisque je pense qu'en ce domaine, les sociétaires ont mieux compris effectivement le fonctionnement du 100% santé. Mais ces 2 postes ont toujours été majoritaires dans la contestation relative aux prestations. Cette fréquence résulte du fait que ces 2 postes sont ceux dans lesquels les complémentaires interviennent massivement, les remboursements de l'assurance maladie en matière d'optique et de prothèses dentaires étant faibles, voire inexistants. Il est donc normal que ces frais donnent lieu à plus de contestations. Les réclamations, comme je l'ai déjà indiqué, ne résultent pas nécessairement de dysfonctionnement de la part des mutuelles. En matière d'optique notamment, les adhérents ont assez souvent, mais je l'ai aussi indiqué, une attitude consumériste et essaient de jouer sur les dates de prescription de délivrance des équipements pour contourner la date du renouvellement biennal. En outre, je note depuis une bonne année des tentatives de fraude qui deviennent de plus en plus fréquentes et les mutuelles, de ce fait, sont beaucoup plus méfiantes et plus exigeantes en matière de preuves et de réalité des soins. Et je peux le dire, pour la première fois, en 2023, un consommateur a eu l'audace de me saisir alors qu'il était prouvé par attestation de l'ophtalmologue qu'il avait commis une fraude en présentant de fausses prescriptions, alors que l'ophtalmologue nous a envoyé un papier disant qu'il n'avait jamais fourni de prescription à ce sociétaire. Alors, est-ce que c'est la situation économique qui fait que les gens ont de plus en plus de difficultés, donc qu'ils essayent de s'arranger un peu? Voilà, donc je laisse à votre sagacité. Mais c'est quand même, le phénomène de la fraude apparaît de plus en plus prégnant. Quand j'ai pris mes fonctions, je n'avais pas de souci de ce côté-là. En matière dentaire, un effort doit être encore poursuivi par les mutuelles sur la clarté des garanties, et notamment en matière de soins non remboursés par la sécurité sociale, et surtout sur les estimations de remboursement lors de la présentation des devis, où effectivement les devis, il faut qu'ils soient beaucoup plus rigoureux, exhaustifs, de façon à ce que le sociétaire sache exactement ce à quoi il a droit dans le cadre du remboursement. Et là aussi, en matière dentaire, la lutte contre la fraude est une préoccupation forte des mutuelles.
Quant au faible nombre des litiges des audioprothèses, il provient bien évidemment du faible recours à ces équipements. Mais, comme je l'ai dit, la prise en charge dans le cadre du 100% santé, quand il sera mieux intégré, devrait améliorer le recours de ces aides auditives et sans doute forcément une augmentation des litiges en la matière. Alors, un sujet qui, moi, me paraît important, c'est celui du démarchage téléphonique, du courtier. Et dans ce domaine, de nombreuses réclamations me parviennent pour des contrats distribués par des courtiers ou gérés par des tiers, les délégataires de gestion. De fait, il importe de rappeler aux mutuelles qu'elles doivent être vigilantes quant aux interventions des intermédiaires à qui la distribution de leurs contrats est confiée. Et je leur rappelle à cet égard que la mutuelle doit veiller à ce que les distributeurs de ces contrats respectent le devoir d'information et de conseil précontractuel et puissent justifier du recueil des besoins des candidats à l'adhésion. La multiplicité des acteurs intervenant dans la souscription, la gestion et la réalisation des contrats, l'assureur, le courtier, le délégataire de gestion, rend bien souvent pour le consommateur l'identification du médiateur compétent difficile. En effet, je suis souvent saisi par des assurés mécontents qui assimilent l'intermédiaire distributeur ou le gestionnaire du contrat à leur organisme complémentaire. Mes services doivent alors mener une enquête pour tenter d'obtenir les coordonnées de l'assureur du contrat afin de déterminer si les contestations relèvent bien de ma compétence ou celle de mon camarade Arnaud. En effet, dans certaines saisines, les documents émanent principalement du courtier et ne présentent pas les coordonnées de l'organisme assurant le contrat. Cela peut créer des difficultés, notamment quand il s'agit d'un contrat souscrit auprès d'un assureur. Dans un tel cas, je dois me déclarer incompétent et renvoyer l'adhérent vers le médiateur de l'assurance. Alors cette situation est préjudiciable non seulement au délai du traitement des requêtes, mais aussi à l'image même de la médiation. Donc je recommande aux mutuelles de prévoir dans les conventions de courtage qui les lient à leurs intermédiaires que leurs coordonnées soient clairement mentionnées. Le courtier est un tiers intermédiaire entre le candidat à l'adhésion et la mutuelle porteuse du risque. Il doit être identifié comme tel et ne pas être assimilé à l'organisme assureur. La convention de courtage d'assurance qui constitue le fondement de la responsabilité du courtier doit être claire dans ce domaine. Il en est de même pour les délégataires de gestion. Bien souvent, les adhérents se tournent vers la médiation en incriminant le gestionnaire de leur contrat, le considérant comme leur mutuelle. Or, il s'agit là encore d'un tiers qui, à l'inverse du courtier, représente et agit pour le compte de la mutuelle qui doit répondre de ces opérations. Il appartient à cet égard à la mutuelle de s'assurer que ces coordonnées figurent sur les documents délivrés par le gestionnaire du contrat. Parce que je rappelle que le lien contractuel est entre la mutuelle et l'adhérent et que lorsqu'un litige m'est soumis, il concerne précisément ce lien contractuel dégradé. Concernant le démarchage téléphonique, enfin, depuis l'apparition du décret du 17 janvier 2022 relatif au démarchage téléphonique, cette pratique est encadrée dans le but de garantir aux adhérents une information claire, exacte et non trompeuse en phase précontractuelle, et ce, même si l'adhésion se réalise par téléphone. En effet, avec cette nouvelle réglementation, l'objectif est de protéger le consommateur vis-à-vis du professionnel grâce à la mise en place d'une procédure à respecter. De manière générale, le distributeur doit s'assurer de transmettre avec précision certaines informations afin que le consommateur ait connaissance de l'objet de l'appel, des conséquences de son adhésion et du produit qu'il souscrit. Le professionnel doit également s'assurer de recueillir auprès du consommateur toutes les informations afin de déterminer ses besoins santé en fonction de sa situation. Cependant, dans les faits, je constate qu'il y a encore de nombreuses erreurs commises par les distributeurs de contrats. À cet égard, d'ailleurs, de nombreux courtiers ont été sanctionnés pour leurs pratiques abusives, que ce soit par la CPR ou par la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes. Cette année encore, j'ai été saisi d'assez nombreuses fois par des adhérents pour des cas d'affiliation non consentie, réalisés par le biais d'un démarchage téléphonique. Dans ce type de dossier, les faits sont toujours semblables. Les affiliations sont généralement réalisées par un courtier et sont contestées tardivement, après le délai de rétractation, lorsque l'adhérent se rend compte enfin de son affiliation. Donc, au regard de ces situations rencontrées sur le démarchage téléphonique, je préconise aux mutuelles de porter une attention particulière aux pratiques de leurs courtiers en la matière afin de garantir la validité des contrats souscrits. Sur l'information donnée sur les remontées de terrain, l'information s'opère de différentes manières. Chaque année, donc, les recommandations du rapport d'activité sont présentées lors d'une réunion à l'ensemble des correspondants médiation et des directeurs généraux des mutuelles.
Celles-ci sont également présentées à l'occasion de diverses réunions de mutuelles organisées par la Fédération de la mutualité, les réunions des directeurs généraux, des unions régionales ou des correspondants marketing auxquels la médiation participe, et nous pouvons effectivement prodiguer quelques conseils. Les clubs des correspondants en médiation qui se tiennent trimestriellement, ce sont des réunions qui ont pour objet d'échanger sur des problématiques spécifiques rencontrées en médiation avec la présentation de cas concrets auprès des responsables de la médiation. Ces clubs permettent d'exposer aux mutuelles certaines problématiques rencontrées et d'analyser des cas soumis au médiateur afin d'expliquer la solution retenue. Avant le Covid, on organisait également des rencontres avec les directeurs de mutuelles pour lesquels il avait été constaté une difficulté particulière, soit juridique, soit dans un traitement des réclamations, mais c'était vraiment au cas par cas. Et enfin, de manière générale, qu'est-ce qui me semblerait pertinent au vu des saisines? Je pense qu'il faut rétablir une relation de confiance entre les adhérents et les mutuelles. Alors, je pense que ça passe aussi par une communication gouvernementale moins stigmatisante à l'égard des mutuelles, parce que je pense que les mutuelles ne sont pas responsables de tous les maux. C'est trop facile de faire porter la responsabilité sur les mutuelles. Je pense que tout le monde a sa part et que les mutuelles, effectivement, participent à l'effort et ne s'enrichissent pas sur le dos du consommateur. Et je pense aussi que les mutuelles, bien évidemment, elles doivent faire un effort toujours en matière de communication et de pédagogie vis-à-vis de leurs assurés. En ce qui concerne les réformes, je pense que ce qui serait souhaitable, ce serait l'obligation pour les mutuelles de conclure des conventions de courtage, parce que ces conventions de courtage ne sont pas obligatoires. Et donc, ceux qui ne veulent pas y souscrire n'y souscrivent pas. Je pense que si on pouvait les rendre obligatoires, au moins ça aurait le mérite de clarifier entre le courtier et la mutuelle le rôle de chacun. Voilà, j'ai peut-être été un peu long, je suis désolé, mais... Non, soyez pas désolé, le sujet est complexe. Et juste avant de vous donner la parole, vous parliez de questionnaires médicaux chez les mutualistes. Il y en a assez peu, non, normalement? Oui, pas en santé. C'est vrai que c'est plutôt pour la prévoyance. D'accord, ok. Merci. Effectivement, en santé, c'est même... Oui, c'est même... ok. Oui. Mais okay. Effectivement, comme je traite... Oui, non, mais bien sûr. Après, je me suis... Non, mais bien sûr, sur ce point, non, je voulais juste m'assurer. Monsieur Schneeweiss. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Donc, pour reprendre un peu le canevas que vous avez suggéré, donc nous, à la médiation de l'assurance, nos adhérents sont... les assureurs du Code des assurances. Donc vous avez 3 familles au sein du Code des assurances. Vous avez les sociétés anonymes comme AXA, Allianz, Generali. Vous avez des mutualistes comme la Maïf, la Massif, Groupama, Covea. Bon, donc c'est une autre famille mutualiste. Et vous avez les filiales d'assurance des banques, donc les assurances du Crédit Mutuel, du Crédit Agricole, de la Société Générale, etc. On est une médiation de la consommation, comme mes 2 collègues. Donc, le principe prévu par la directive européenne sur la médiation et par la loi française qui l'a transposée, c'est que c'est gratuit pour l'assuré. Hein, les assurés nous saisissent gratuitement. Nous ne recevons aucune subvention publique et par conséquent, nous sommes intégralement financés par les assureurs et les courtiers. Et le principe, c'est pollueur-payeur, c'est-à-dire si, mettons, la CNP représente 10% du volume de dossiers qu'on a à traiter, la CNP financera 10% de notre budget. On est 82 personnes aujourd'hui à la médiation. Voilà, et donc, du coup, je glisse sur la question suivante, sur le volume de saisines. Aujourd'hui, on a 33 000 saisines par an, en rythme annuel. Sur ces 33 000 saisines, les 2 tiers sont dus à l'assurance dommage. Pardon, oui. Oui. Les courtiers vous financent certains à hauteur du nombre de dossiers. Donc, pour ceux qui gèrent... Il est rare que le courtier soit directement mis en cause en fait, par l'assuré. Oui, mais à quel titre ils vous... Ils sont adhérents. On a des associations qui ont adhéré... disons, pour le compte de leurs courtiers, comme Endia, comme Votre Asso, Anacofi, qui est plutôt gestion de patrimoine. Et donc, de toute façon, les courtiers sont en contact du grand public, donc eux aussi, au terme de la directive européenne sur la médiation et de la loi, doivent avoir un système de médiation.
Oui, mais ils pourraient aller là. Un certain nombre sont chez nous, pas tous. D'accord, non mais d'accord, ils peuvent aller où ils veulent, mais ils Oui. sont, dans la mesure où ils sont obligés eux aussi d'avoir un système de médiation, ils adhèrent à l'un ou à l'autre, à l'un de vous trois exclusivement. Bah non, comme l'a dit Antoine, ils peuvent aussi aller vers d'autres médiateurs référencés par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Ok, d'accord. Il faut toujours être référencé par la CECMC. Sinon, ils ne sont pas dans les clous, mais la CPR fait la chasse, notamment concernant les petits courtiers. Vraiment, vous avez des sociétés où il y a 1 personne, 2, 3 personnes qui n'étaient pas forcément conscientes de leurs obligations en la matière, et la CPR, disons, fait un peu la chasse pour leur rappeler leurs obligations légales. Voilà. Donc, sur ces 33 000 saisines, 26% arrivent au pôle santé-prévoyance dirigé par Marion Chartier, ici présente. Donc 26% c'est santé-prévoyance, mais si on regarde la santé uniquement qui vous intéresse aujourd'hui, on a reçu 2770 saisines en 2023, concernant donc vraiment spécifiquement des sujets frais de santé, ce qui représente à peu près 25% de l'activité santé-prévoyance. Et c'est une progression de 22% par rapport à l'année précédente. Donc c'est une progression forte, 22%, cependant moins forte que pour l'ensemble de la médiation, puisque en 2023, on a eu en brut, on a eu une progression de 42% des saisines. Et même en net, comme le taux de recevabilité s'est amélioré, on approche des 50% de taux de recevabilité, on a eu 70% de dossiers en plus à traiter en 2023 par rapport à 2022. Pour l'ensemble de la médiation. Mais c'est dû... Enfin, il y a plusieurs raisons, dont notamment une réforme du traitement des réclamations, entrée en vigueur au 1er janvier 2023, souhaitée par les associations de consommateurs depuis des années, élaborée dans le cadre du comité consultatif du secteur financier, présidé à l'époque par Corinne Dromer, et la CPR a pris une sorte de décret d'application en mettant au point cette recommandation sur le traitement des réclamations. Mais enfin, vous savez qu'une recommandation de la CPR, bon, c'est de la soft law, mais enfin quand même, les assureurs ont intérêt à la respecter. Cette recommandation est entrée en vigueur au 1er janvier 2023. Et elle dit notamment que les assureurs ont un délai réduit à 2 mois pour traiter une réclamation désormais. Ce n'était pas aussi net que ça auparavant. Et aussi que les assureurs doivent mieux qu'avant indiquer, lorsqu'il y a l'expression d'un mécontentement qui est exprimé par l'assuré, les assureurs doivent tout de suite indiquer qui est l'assureur, qui est le médiateur compétent. Donc par rapport à votre interrogation de tout à l'heure, le nom du médiateur figure dans le contrat d'assurance, et par ailleurs, quand il y a une protestation de l'assuré, désormais, au terme de cette recommandation ACPR, l'assureur doit rappeler, voilà, il dit, j'ai 2 mois pour vous répondre à votre réclamation, et une fois que je vous aurai répondu, si vous n'êtes toujours pas content, vous pourrez saisir le médiateur, dont voici les coordonnées. Donc du coup, on a aussi beaucoup de saisines prématurées, parce que les gens nous saisissent tout de suite sans même attendre la réponse de l'assureur à leur réclamation, parce qu'ils sont énervés. Voilà, sur le volume de saisine. Donc après, bon, Antoine a commencé à le dire, il y a plein de raisons qui expliquent la croissance du volume de saisine. Il y a le fait que ce soit gratuit, saisir la médiation est gratuit, le fait que vous avez une loi depuis 2019 sur la modernisation de la justice qui dit que pour les litiges inférieurs à 5 000 €, et quand même on a beaucoup de litiges inférieurs à 5 000 €, vous devez d'abord tenter une médiation avant d'aller en justice. Et on nous dit que le ministère de la Justice réfléchit à faire passer à 10 000 € ce seuil pour désengorger les tribunaux. Vous avez des problèmes de pouvoir d'achat, vous avez les problèmes de la société de défiance dans laquelle on vit, malheureusement. Beaucoup de gens nous saisissent pour vérifier. J'ai été remboursé de 300 € pour mes frais dentaires. Est-ce que la complémentaire santé m'a remboursé correctement ? Et donc, ce n'est pas le boulot forcément le plus passionnant pour les juristes du pôle de Marion, de vérifier si, par rapport à la nomenclature, en remboursant 300 €, la complémentaire santé a bel et bien fait son travail. Donc on joue un rôle de tiers de confiance dans ce genre de situation. Voilà. Et je pense aussi que par rapport à cette recommandation ACPR, tous les assureurs n'ont pas suffisamment renforcé leur service réclamation, puisqu'ils ont un délai réduit de 2 mois pour traiter les réclamations. Certains ont joué le jeu et ont renforcé leur service de gestion et de réclamation, et d'autres
se disent qu'après tout, ça part à la médiation, et puis c'est pas grave. Et puis on paiera notre part du budget de la médiation, et c'est pas si grave que ça. Voilà. Cela étant, il y a des raisons de protester, et peut-être je vais en citer deux, qu'Antoine a déjà pu aborder, deux principales. Bon, premier problème pour moi, c'est la lisibilité des contrats, même si on peut dire qu'il y a beaucoup d'efforts faits depuis des années, j'en ai conscience, parce que ça fait 23 ans que maintenant je suis dans le secteur de l'assurance, après avoir été dans la fonction publique. Il y a encore des gros problèmes de lisibilité des contrats, c'est-à-dire que quand mais ça c'est dû à l'imbrication entre la sécurité sociale et les complémentaires santé. Mais quand on dit à un assuré, vous allez être remboursé de 100% de la base de remboursement de la sécurité sociale, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Voilà. Personne ne peut comprendre ce que veut dire vous allez être remboursé de 100% de la base de remboursement de la sécurité sociale, quand c'est pas écrit que ça sera 100% BR, SS, quoi. Bon, voilà. Donc, on reste avec un problème quand même de lisibilité des contrats, et puis parfois de clarté dans ce qui va être pris en charge. On vous dit que les médicaments vont être pris en charge. Alors après, il va y avoir des subtilités sur la définition de ce que c'est qu'un médicament prescrit. Par exemple, on a eu des cas où le médicament n'était pas référencé dans le répertoire de l'Agence régionale de santé. Les médicaments homéopathiques, est-ce qu'ils vont être pris en charge par le contrat ou non? Donc souvent, c'est seulement les médicaments, là aussi, qui sont dans une certaine nomenclature. La question des médecines douces, les cures thermales, l'ostéopathie, les acupuncteurs. Bon, on a régulièrement des cas où l'assuré est allé voir un acupuncteur qui n'est pas un médecin, qui n'a pas les diplômes nécessaires, et donc la complémentaire santé va refuser de rembourser. Les cures thermales, il peut y avoir des divergences. Par exemple, le contrat va dire que les cures thermales sont prises en charge seulement si c'est médicalement justifié. Bon. Et puis, alors le médecin généraliste de l'assuré aura dit la cure thermale est médicalement justifiée, puis le médecin conseil de la complémentaire santé va dire non, moi j'estime que cette cure thermale n'est pas médicalement justifiée. Donc les médecins vont se disputer entre eux, et donc la complémentaire santé peut refuser de prendre en charge parce que les médecins sont en désaccord les uns avec les autres. Voilà. Donc ces problèmes de lisibilité, de clarté des contrats, qu'est-ce qui est précisément pris en charge, c'est un sujet qui demeure, sur lequel on pourra revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Et puis le deuxième sujet sur lequel je voulais insister, et qu'Antoine a commencé à traiter, c'est le démarchage téléphonique abusif. C'est-à-dire qu'il y a manifestement des trafics de fichiers, et donc on a des escrocs qui téléphonent, des escrocs qui sont effectivement des gens qui sont chez un courtier. Hein. C'est que des escrocs, ou dans la législation, on peut récupérer des numéros de téléphone de gens qui ont à un moment donné coché une case acceptant de recevoir. Vous avez raison, il faut sûrement être plus nuancé. Mais on a vraiment des cas d'escroquerie. Il y a de tout. C'est-à-dire qu'on a des cas où vraiment des témoignages convergents, où c'est soit l'assuré, personne âgée, ou les enfants de l'assuré qui nous saisissent, et où la personne qui a téléphoné et qui vient d'un courtier a commencé la conversation en disant, donc je dis n'importe quoi, je sais que vous êtes à la Massif et que vous avez le contrat Senior Santé Plus. Et c'est vrai, la personne est bel et bien à la Massif et elle a bel et bien un contrat Senior Santé Plus. Bon. Et à partir de là, donc, il y a une mise en confiance. Et l'escroc continue en disant, j'appelle de la part de la Sécurité sociale, ce contrat ne vous convient plus, il faut en changer. Et voilà le contrat que je vous propose de la part de la Sécurité sociale. Voilà. Donc les gens ont été mis en confiance par une première information qui était vraie. Bon, un peu comme les fraudes sur les cartes bancaires. Bon, il y a une première information qui est juste. Et là, après, les personnes se font abuser. Donc là, là, c'est à la CPR, à la DGCCRF de faire le travail, d'essayer de mettre hors d'état de nuire. Voilà. Donc il y a quelques noms. Et à la fin, ces gens-là, parce que j'imagine que ça correspond à des saisines que vous avez reçues, oui. Ils ont effectivement souscrit une assurance complémentaire santé, in fine, ou... Oui, et puis après, ils nous saisissent en disant « je le regrette ». Oui, c'est ça, mais en fait, donc l'escroc
en question était lié à un intermédiaire. Un courtier, qui oui. un courtier pour... Oui, et elle a fait souscrire un contrat d'assurance complémentaire santé. Et donc, soit la personne elle-même, soit ses enfants nous saisissent en disant là, j'ai été abusé, je veux me rétracter. Est-ce que la signature électronique a été correctement faite? Voilà. Alors après, on a bien sûr d'autres sujets sur les... par exemple, la personne a consulté a demandé un devis pour voir dans quelle mesure elle va être remboursée de ses frais dentaires. Et puis la prestation du dentiste est légèrement différente, où elle est déçue par rapport au devis qu'on lui avait fait. L'implant qu'on lui a mis finalement est différent. Par conséquent, le remboursement n'est pas le même. Les questions de portabilité sur lesquelles on pourra revenir quand on part à la retraite, quand on change d'employeur, quand la personne est à la fin de son contrat de travail. Bon. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que... vous soulignez qu'il y a une fréquence un peu plus forte sur optique et frais dentaires. C'est là où les complémentaires santé sont le financeur majoritaire. Donc, ça me paraît assez logique que ce soit du coup sur ces sujets-là que ça se focalise. Vous avez dans votre introduction souligné l'opacité des courtiers. C'est vrai qu'on a beaucoup de cas où les gens ne connaissent pas vraiment leur assureur. Enfin, c'est ce qu'a dit Antoine aussi. C'est-à-dire que les gens connaissent le nom de leur courtier, ils ne connaissent pas le nom de leur assureur. Parce leur intermédiaire, c'est le courtier, peut-être le courtier du coin de la rue, le courtier traditionnel de la famille. C'est ce nom-là qu'ils connaissent. Et quel est leur assureur, ils ne savent pas le dire. Donc là aussi, il y a un problème de clarté, le courtier doit clairement rappeler, bien sûr, qui est l'assureur du contrat. Mais je dois dire, voyant les autres sujets, puis ayant une petite expérience du monde de l'assurance depuis quelques années, je trouve que les complémentaires santé ont délégué la relation client d'une façon incroyable au monde du courtage, beaucoup plus qu'en assurance dommage ou en assurance vie épargne retraite. Dans le domaine vraiment de la santé, les assureurs ont délégué la relation client beaucoup plus. C'est parce que ce n'était pas leur métier historique? Peut-être. Et du coup, les courtiers se positionnent vraiment en intermédiaire extrêmement important. Et du coup, on arrive à ces phénomènes où l'assuré ne connaît pas très bien. Enfin, c'est pas nous dire qui est son assureur. Voilà. Vous nous demandez les retours que nous faisons. Bien sûr, d'abord, on fait un rapport annuel les uns les autres qui permet de diffuser, de donner des messages. Et puis, on rencontre sur une base bilatérale les assureurs, complémentaires santé en l'occurrence, et on leur fait un retour quantitatif et qualitatif, comment ils se situent par rapport aux collègues. D'un point de vue quantitatif et qualitatif, on a vu des clauses d'exclusion floues, on a vu des conditions de garantie imprécises, on a vu des clauses abusives, on leur fait un retour qualitatif sur ce qu'on a pu voir à la médiation. Donc on leur parle d'eux au travers des dossiers qu'on a pu voir à la médiation de l'assurance. Voilà, Madame la Présidente, pour ces propos. Et en proposition de réforme, avant qu'on passe aux IP, vous avez des... Ou on vous laisse réfléchir jusqu'à tout à l'heure? Non, ma proposition de réforme, c'est... Je pense que si on partait d'une feuille blanche... Oui, on en est tous là. Voilà, exactement. Donc, ça serait la simplification, c'est-à-dire que... Pourquoi est-ce qu'il y a deux organismes payeurs sur un même risque santé et puisque sur optique, frais dentaires, audioprothèses, les complémentaires santé sont déjà le financeur majoritaire, est-ce qu'il ne faut pas aller au bout de la logique, avec une supervision, bien sûr, des autorités publiques, mais est-ce qu'il ne faut pas aller au bout de la logique et clarifier qui fait quoi entre la sécurité sociale et les complémentaires santé? Cette imbrication entre complémentaires santé, entre sécurité sociale et complémentaires santé, est source d'incompréhension oui, je pense qu'aller dans le sens de la simplification sur le qui fait quoi nous éviterait bien des litiges. Merci. On passe à vous, monsieur, les institutions de prévoyance. Merci, Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Monsieur le Sénateur, de nous écouter cet après-midi, ce qui, je l'espère, permettra peut-être pas de vous convaincre, mais enfin de montrer l'utilité des médiations dans la régulation
du secteur pour ce qui me concerne de la prévoyance et des frais de santé. Donc j'ai prévu de... Je suis désolé, je suis professeur, donc j'ai fait un petit plan. Je m'en excuse, mais je reprendrai un peu en 5 points. On a une âme d'élève aussi ici. Oui, donc non, mais je disais ça avec le sourire. J'ai prévu en 5 points rapides, je pense, de répondre synthétiquement aux questions que vous nous avez posées. Bon, donc je me présente, je suis professeur des universités. J'ai la chance, et professeur de droit, d'exercer de l'autre côté du boulevard Saint-Michel, à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'ai été choisi depuis un certain temps comme médiateur de la protection sociale, moins parce que j'étais un spécialiste de la protection sociale, je l'étais d'ailleurs pas tellement au début, mais essentiellement parce que je connaissais bien le droit de la médiation pour avoir pas mal publié dans ce domaine-là. Donc je me suis, je dirais, formé par la formation continue, mais aussi par la formation initiale. Bon, j'ai tout de suite pris des enseignements de droit des assurances et de la protection sociale pour me remettre à niveau. Je précise que le domaine dans lequel j'interviens est un domaine qui, vous allez le voir, a une spécificité assez forte puisqu'il est au croisement du droit du travail. Les garanties sont issues de la négociation collective. Ces garanties sont évidemment adossées sur le droit de la sécurité sociale et, in fine, elle repose sur des mécanismes juridiques qui sont des mécanismes pointus sous l'angle du droit privé et plus précisément du droit civil. Je m'explique, les contrats qui sont appliqués sont des contrats tripartites avec des employeurs qui souscrivent auprès d'institutions de prévoyance et qui, ce faisant, emmènent les salariés qui sont garantis par ces institutions de prévoyance. De sorte qu'on a un rapport tripartite et qui pose des difficultés régulières. Quand l'employeur change d'organisme assureur, quid du sort des salariés? Quand un salarié sort des effectifs de l'entreprise, quid du sort du salarié? Donc on a là des mécanismes juridiques qui sont difficiles et qui, du coup, je pense, ont pu justifier le fait qu'un professeur, dont on pouvait imaginer qu'il n'était pas totalement incompétent sur ces questions de droit privé fondamental, pouvait faire l'affaire. Je précise que je n'ai jamais eu le moindre lien avec les institutions de prévoyance. Le seul, il y avait ce que j'avais fait en médiation, mais ça n'était pas pour les institutions de prévoyance. Le lien s'est noué en 2008, au moment de l'adoption des dispositifs de portabilité. Et comme il y avait une part de droit du travail et que j'écrivais à l'époque dans ce domaine, le centre technique des institutions de prévoyance, qui est la fédération professionnelle des institutions de prévoyance, m'avait sollicité pour faire une expertise tout à fait objective, et ça a été le cas, pour préciser, à mes yeux, quelles seraient les bonnes conditions de mise en œuvre de ce nouveau dispositif de portabilité issu d'un accord national interprofessionnel. Et puis, ayant fait connaissance, on s'est dit qu'a priori, je pourrais faire un médiateur acceptable. Quelques éléments de réponse sur la médiation de la protection sociale. Alors, vous n'avez pas ajouté la parenthèse, mais je le comprends bien, et c'est ma dénomination, mais on y ajoute la parenthèse centre technique des institutions de prévoyance pour indiquer, comme on disait autrefois, d'où je parle. Le centre technique des institutions de prévoyance a évidemment pour fonction de défendre et de représenter les intérêts de ces institutions auprès des pouvoirs publics, mais elle a aussi, c'est le second trait de son ADN, une mission d'expertise et de réflexion, et c'est dans le cadre de la mission d'expertise que la fonction de médiation a vu le jour en 2010, et donc m'a sollicité. Le CETIP, comme on dit, compte 42 IP adhérentes, donc toutes les IP adhèrent au CETIP, et je le précise tout de suite, toutes les institutions de prévoyance adhèrent au dispositif de médiation. Donc lorsque nous avions débuté, nous avions une ou deux qui étaient en dehors du périmètre, mais maintenant elles y sont toutes. Juste pour clarifier, les institutions de prévoyance ont pour adhérents 2 millions d'entreprises et 14 millions de salariés, de fait, qui sont couvertes par ces institutions. Les cotisations, c'est 15,1 milliards d'euros et les prestations, c'est 13,2 milliards. Donc, les chiffres sont relativement importants. Malgré tout, nous sommes une petite médiation. Nous sommes une petite médiation, sauf à préciser deux choses. La première, c'est que les chiffres ne sont pas encore stabilisés. Pour l'exercice 2011, qui était le premier exercice et qui comportait une petite part de l'année 2010, nous avions 79 saisines. Et en 2023, nous sommes passés à 1300, enfin 1298. Donc nous avons une augmentation continue. Première observation, donc je ne sais pas jusqu'où ça ira.
Voilà. Mais bon, je ne peux pas le dire, je ne sais pas. Et seconde observation, nous avons un contentieux qui est qualitativement assez lourd, puisque, je vous le dirai très vite, la part essentielle de notre activité concerne la prévoyance, donc ce qu'on appelle les risques lourds, incapacité, invalidité, décès. Et la semaine dernière, un des dossiers que je traitais avait un enjeu qui était supérieur à 1 million d'euros. Voilà, donc c'est pour donner, alors ce ne n'est pas le cas de tous les dossiers, mais donc ce sont des contentieux qui qualitativement sont lourds. Alors, concernant les garanties frais de santé, donc nous sommes à peu près à 30% des saisines, et c'est un chiffre, c'est une proportion qui ne varie pas, qui a varié une fois en 2015, après l'entrée en vigueur des contrats responsables, qui, du fait de l'entrée en vigueur des incompréhensions qu'elle pouvait susciter, a entraîné une augmentation des saisines, mais cette proportion est retombée à 30%, et voilà. Donc nous y sommes. Alors, je compare juste cette proportion de 30% des saisines à la proportion que représentent dans les prestations les frais de santé. Dans les prestations, les frais de santé représentent 47% des prestations servies par les institutions, et ces prestations ne suscitent que 30% des litiges qui nous sont soumis. Alors, je pense qu'il y a deux raisons. La première est que les enjeux sont moins importants en matière de santé qu'en matière de prévoyance. Donc il y a une tendance un peu moindre aux litiges, aux différends. On se dit parfois, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se battre pour 50, 100, 150 euros? Ça dépend du pouvoir d'achat des plaignants. Et puis, malgré tout, le dispositif Noémie, qui assure la transmission entre le régime de base et les régimes complémentaires, fonctionne, je pense, assez bien. Et dysfonctionne quand les situations sont relativement complexes. Alors, un point sur les sources de mécontentement que j'ai distingué de la nature des mécontentements, et j'espère que je vais me faire comprendre. Alors, sur les sources de mécontentement, je dirais qu'on a un contentieux des cotisations, un contentieux des prestations et un contentieux de l'information, pour reprendre la division tripartite que vous proposiez. Alors, sur les cotisations, il n'y a pas tellement de débat, je dirais, pendant que le contrat est en cours, puisque le système est un système d'adhésion obligatoire. La garantie frais de santé résulte, peut-être c'est une évidence pour tout le monde, mais résulte d'un contrat collectif. Et dès lors que le salarié entre dans l'entreprise, il est affilié mécaniquement. Donc la cotisation est répartie entre, il y a une part patronale, une part salariale, mais il n'y a pas de discussion. Donc en revanche, la question des cotisations peut se poser au début ou à la fin du contrat. Et donc au début du contrat de travail, elle peut se poser, c'est un sujet qui s'étiole un peu parce qu'il est en partie résolu, mais elle s'est posée à travers la question dite des dispenses d'affiliation. Il a pu arriver, et que les salariés soient déjà couverts individuellement avant d'entrer dans une entreprise comportant une garantie, un contrat permettant de couvrir les salariés par un contrat collectif. Et la question s'est posée avec une certaine acuité lorsqu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 1er janvier 2016, tous les employeurs ont été obligés de proposer une garantie collective. Or, dans certains domaines où l'obligation n'était pas respectée, certains salariés avaient déjà souscrit individuellement un contrat et donc se sont retrouvés avec un contrat individuel affilié à un contrat collectif dont souvent ils ne voulaient pas. Alors, ils s'y sont pris parfois un peu tard. Alors, ces salariés ont droit à une dispense d'affiliation, et donc à ne pas être contraints par le dispositif obligatoire, mais encore faut-il le demander. Certains s'y sont pris un peu tard, mais bon, finalement, aujourd'hui, le sujet est à peu près résolu. Alors, nous avons un autre problème, je dirais, à la fin, à la sortie du contrat de travail, et spécialement lorsque les salariés partent à la retraite, puisqu'ils ont droit, article 4 de la loi E20, à un maintien des garanties qui leur étaient offertes lorsqu'ils étaient salariés. C'est un contentieux, c'est une source de différends qui s'est assez sensiblement étiolée. Je rappelle rapidement le dispositif. Le retraité a le droit aux mêmes garanties que celles qu'il avait quand il était salarié. Et
En revanche, la cotisation peut augmenter, mais elle est plafonnée. L'augmentation alors, il n'y a pas d'augmentation la première année, 25% la deuxième année, 50% la troisième année, et ensuite ça n'augmentera plus. Donc le retraité paiera 150% au lieu de 100 lorsqu'il était salarié. Alors ensuite, il y a eu un débat, mais qui est maintenant résolu. Est-ce que les garanties peuvent être adaptées les garanties des salariés peuvent être adaptées lorsque ceux-ci deviennent retraités? La jurisprudence est claire, la réponse est non. Et en médiation, je suis cette jurisprudence. C'est une des règles de la médiation. Nous suivons les jurisprudences, spécialement dans les domaines qui sont impératifs. Et je dirais que nous sommes tout le temps dans l'impérativité. Et ce cas... Pardon de vous interrompre. Ah, mais interrompez-moi. Comme vous connaissez vraiment bien le système, sur l'OE20, enfin, c'est effectivement le salarié, il passe, enfin, le tarif du contrat passe de 100 à 150, mais pour le salarié, ça passe de 50 à 150 et il paie la taxe plein pot. Donc, enfin, l'augmentation l'OE20, elle est quand même assez importante. La jurisprudence a tranché, dites-vous, sur le périmètre des garanties. Est-ce que vous pensez que ça devrait évoluer ou pas? De fait, est-ce que, de votre expérience, parce qu'on a du mal à avoir des chiffres, hein, est-ce que beaucoup d'ex-salariés, enfin, au moment de leur départ à la retraite, utilisent cette faculté de la loi E20 de conserver la couverture à l'identique de celle qui était la leur quand ils étaient salariés? Je n'ai pas de données chiffrées, mais intuitivement, ma réponse est positive. C'est-à-dire que beaucoup de gens le font et trouvent que c'est une bonne garantie, une garantie suffisante. Oui, et voilà. Ce qui m'incline à le penser, c'est que souvent, ça a été un contentieux, les salariés ont demandé à conserver la garantie et à la conserver pour leurs ayants droit. Sauf que pour les ayants droit, le plafonnement n'existe pas. Voilà. Et donc, je dirais que c'est un peu le compromis qui a été trouvé en jurisprudence en disant on maintient les garanties, mais avec le plafonnement, mais pour les salariés, pas pour les ayants droit. Et là, on voit que les ayants droit aimeraient bien profiter encore du contrat et se voir offrir un contrat individuel dont le montant de la cotisation ne soit pas trop supérieur, nettement supérieur à celui que paye le retraité, enfin l'ex-salarié qui bénéficiait du contrat collectif. Donc je pense que c'est une vraie, enfin l'article 4 correspond à une vraie demande. Enfin, il répond à une vraie demande. Alors bon, j'ajoute quand même sur les retraités que le fait est qu'ils sont quand même nombreux devant le service de la médiation. Je n'ai pas fait le calcul, mais je constate à chaque fois que je traite une série de dossiers qu'il y a beaucoup de retraités présents en frais de santé, bon, pour, je pense, des raisons assez évidentes. La première est que, évidemment, étant retraités, ils sont plus souvent exposés, ils sont plus souvent contraints d'exposer des frais de santé. Leur pouvoir d'achat n'augmente pas et ils ont aussi plus de temps, pardonnez-moi, pour les traiter. Voilà. C'est une donnée. Voilà. Et dans les difficultés qu'on rencontre, c'est le changement du contrat collectif. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont droit aux mêmes garanties que les salariés, mais le contrat collectif des salariés peuvent évoluer. Et là, il y a des sujets entre est-ce qu'on doit garder les garanties telles qu'elles étaient à la sortie des effectifs de l'entreprise, à la liquidation des droits à la retraite, ou est-ce qu'on doit faire évoluer ces garanties comme on fait évoluer celles qui s'appliquent aux salariés. La réponse n'est pas uniforme et elle est parfois relativement subtile, mais bon, on s'en sort. Le contentieux des prestations. Alors, peut-être qu'on pourra entrer dans le détail. On a pas mal de comptes. Alors, j'en ai pas énormément, parce que je vous l'ai dit, c'est une proportion de 30%, mais ce que je vois arriver, donc, c'est une discussion sur les plafonds qui revient assez souvent, et les plafonds qui sont annuels et qui sont parfois décorrélés de soins qui, eux, sont dans la continuité. Bon, je prends un exemple tout simple, la pose d'un appareil dentaire pendant 3 ans et une garantie qui dit les frais de prothèse dentaire ou d'appareil dentaire sont plafonnés à 500 ou 1000 euros par an. Alors, on dit, on calcule comment? Et la réponse, là encore, n'est pas uniforme. On a aussi eu des différences sur les estimations de remboursement. Alors, je dois dire... je ne vais pas me vanter, mais dans une des recommandations que j'avais faites au début, j'avais dit
Il faut absolument que vous développiez les estimations de remboursement compte tenu de la complexité des informations transmises par les notices et les tableaux de garantie. Donc ça, c'est quasiment systématisé. Simplement, il y a de la bonne estimation, il y a de la moins bonne estimation. Et la moins bonne estimation, c'est celle qui est assortie de tellement de réserves que finalement, elle n'estime plus rien. Voilà. Et qu'au moment où les soins sont dispensés, on ne sait pas en fait, en réalité, quel sera le remboursement, et les déceptions peuvent être réelles. Alors je vous dirai tout à l'heure dans les suggestions de réforme, je ne sais pas, mais dans les voies d'amélioration, ce qu'on peut faire. On a beaucoup de sujets sur les dépassements d'honoraires, et la matière est complexe parce qu'il y a deux sujets en fait. Il y a la question de savoir si le dépassement est autorisé ou non. Et tous les professionnels de santé ne sont pas soumis aux mêmes règles entre un médecin conventionné, un médecin non conventionné honoraire libre et un dentiste et un kinésithérapeute. Les droits au dépassement d'honoraires ne sont pas les mêmes. Et là, il y a une première difficulté, c'est que souvent, les complémentaires santé prévoient une prise en charge partielle des dépassements d'honoraires. Mais ce que les assurés ne comprennent pas, enfin nous on dit les participants, mais ce sont des assurés, c'est que si le dépassement est par principe illicite, il n'y a pas de couverture de l'illicite. Donc l'argument qui consiste à dire mais tel professionnel de santé pratique des honoraires qui sont supérieurs à ceux prévus par la sécurité sociale, et il y a marqué dans la garantie que j'ai le droit à une prise en charge partielle, donc j'ai le droit à cette prise en charge. Et on dit non, parce que ce professionnel de santé n'a pas le droit de pratiquer ces dépassements d'honoraires, et une règle basique du droit des assurances au sens large est qu'il n'y a pas de couverture du risque illicite. Et puis après, il y a un deuxième sujet qui est de bien comprendre pour les professionnels qui ont le droit de pratiquer des dépassements d'honoraires, de bien comprendre ce qui, dans la notice, quelle est la proportion exacte du dépassement qui est prise en charge. Mais là, je dirais que c'est plus une difficulté d'information. Bon, on a aussi de l'optique et les montures, et puis on a aussi pas mal de contentieux, de différends sur les soins qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et qui donc, en principe, n'ont pas à être pris en charge par les complémentaires. Sauf que les complémentaires prévoient souvent que partie de ces soins non couverts par la sécurité sociale, partie de leur financement peut être prise en charge. Et il y a là aussi des difficultés. Je peux vous prendre des exemples qui sont tout à fait... qui sont évocateurs, mais enfin, il faut rentrer dans les détails. Mais vous voyez, par exemple, c'est pas facile de faire la différence parfois entre des soins remboursés et des soins non remboursés. Si vous avez un problème de cataracte, on va vous poser un implant intraoculaire. Donc ça, c'est remboursé. Mais si quand on pose l'implant intraoculaire, c'est un implant qui est multifocal, qui va vous permettre de ne plus jamais porter de lunettes, là, vous êtes dans un soin de confort, donc vous n'êtes plus remboursé. Je vous garantis que ça n'est pas forcément simple à démêler, d'autant plus que les notices vont mettre chirurgie réfractive, base de remboursement, temps, et il faut vraiment passer beaucoup de temps pour débrouiller la situation. Je voudrais dire un mot, mais je dois être un peu long, mais tant pis, parce que pour moi c'est important. Non, mais désolé. C'est sur la nature des mécontentements. Je pense quand même qu'on ne peut pas l'oublier. Bon, les mécontentements, c'est les attentes déçues. On pensait être remboursé tant, puis on a moins. Et cette déception conduit d'ailleurs à une certaine nature, a pour conséquence une certaine nature des demandes qui sont formulées en médiation. Cette déception, elle repose quand même très largement sur une complexité, et une complexité générale qui est inhérente au dispositif de remboursement. Et donc, je pense qu'on pourra faire tout ce qu'on veut pour simplifier. On ne pourra pas toujours simplifier. Et je pense pour deux raisons qui sont complémentaires. La première, c'est que les complémentaires santé raisonnent avec les mêmes catégories que celles de la sécurité sociale. On raisonne pareil. Voilà, c'est les mêmes dénominations, c'est la même chose. On raisonne avec les mêmes catégories. Sauf... voilà, donc du coup, c'est la même catégorie. Donc on se dit la complémentaire, elle va compléter. Elle va compléter les soins, on aura la totalité. Sauf que ce n'est pas parce qu'on utilise les mêmes catégories que les garanties sont les mêmes. Et donc il y a une difficulté à comprendre que la complémentaire travaillant avec les mêmes catégories
donc travaille avec les mêmes qualités, distribue pas la même quantité. Voilà, et que donc il y a une liberté de l'organisme assureur de dire la part non couverte bien, sera prise en charge totalement ou partiellement. Et puis il y a une source de complexité complémentaire qui est la suivante, qui est que de toute façon, je pense qu'aucun organisme assureur ne peut répercuter dans une notice de quelques pages ou un tableau de garantie de 2-3 pages ce qu'est la complexité des nomenclatures de la sécurité sociale. Donc quand on met couronne dans les nomenclatures de la sécurité sociale, je dois avoir au moins 10, peut-être même 100. Je crois que j'ai eu ça il n'y a pas longtemps, sans dénomination et sans... il y a un code, la HBMB 360, qui est associé aux soins. Et donc ce qui veut dire que nous, en médiation, on doit faire un travail extrêmement subtil de qualification des catégories de la sécurité sociale pour voir si elles rentrent dans les catégories contractuelles. Et ce travail de qualification, c'est un travail de juriste. Je dirais presque que les juristes sont payés pour faire des qualifications. C'est ça leur métier, c'est de qualifier des faits, de qualifier de la diversité pour le réduire à une catégorie. Autrement dit, le travail le plus difficile pour le juriste est ce qui est demandé aux profanes. Bon, et ça, donc c'est une source de complexité qui existe et je ne vois pas comment on peut la supprimer. Bon, alors j'ajoute que s'ajoute encore un phénomène de complexité, c'est le fait que l'adhésion est obligatoire pour les institutions de prévoyance et que la cotisation est obligatoire et qu'en fait les salariés se disent je cotise à la complémentaire comme je cotise à la Sécu. Moi, je dis les choses très familièrement. Et donc le salarié pense que sa relation avec la complémentaire est de même nature que sa relation avec la sécurité sociale. Et de la sorte, il se dit, il est normal que la complémentaire complète totalement les soins exposés. Tout ça, c'est la même maison, je dirais, et donc on aura les mêmes rapports. Et donc ce qui fait qu'on a vraiment, en médiation, une demande de droit. C'est-à-dire qu'il y a une vraie perception que tout ça est très compliqué juridiquement et qu'il faut clarifier les choses juridiquement. Alors, les remèdes, rapidement. Premier remède, nous, les médiateurs. Et je pense que la médiation est déjà un vrai remède, puisque nous faisons un travail d'explication, de clarification, et que ces avis, les propositions, je parle pour moi, mais je sais que on se voit quand même souvent tous les trois, les propositions sont quand même admises à des taux tout à fait considérables. Et je me vante, mais tant pis. Mais je veux dire, même dans des contentieux hors frais de santé, des contentieux de prévoyance très lourds, on n'a quasiment pas de contentieux derrière. Et quand on dit non à une prestation qui se chiffre en plusieurs dizaines de centaines, voire, j'évoquais tout à l'heure, c'est rare, on atteint le million d'euros, il y a matière à plaider. Et donc on a très peu, nous on a un taux qui est à 95, 98% certaines années. Bon, on travaille. Je pense qu'il en est d'autant plus ainsi que la médiation a malgré tout une fonction de régulation et qu'elle permet d'améliorer les pratiques. Nous faisons des recommandations. Et ces recommandations, dans l'ensemble, sont suivies, je mets un bémol, elles sont plus suivies en prévoyance qu'en santé. Nous voyons les correspondants médiation régulièrement et nous avons aussi, à l'occasion de chaque dossier, des échanges ad hoc avec les institutions. Et donc, ce qui peut arriver, c'est qu'une institution refuse un de nos avis et qu'à l'occasion du refus, on ait une discussion qui permet peut-être pas de modifier l'avis, enfin de faire évoluer la solution, mais qui permet aux institutions de s'adapter et de réfléchir à l'avenir. Voilà. Je terminerai en vous disant deux choses. Je pense qu'il y a une chose à ne surtout pas faire. Pardon, la question provoque, puisque les médiations sont très utiles. Je crois que c'est un rapport chez FIPS ou en tout cas de Dominique Hibault qui suggérait éventuellement de faire une médiation, des médiations, enfin en gros d'en faire un qui coordonnerait. Vous avez un besoin de coordination entre vous ou Alors, moi je vais répondre. Non, moi je pense. Non, mais c'est une très bonne question. Moi je pense qu'on se coordonne assez bien parce qu'en fait, quand on reçoit un dossier qui est mal adressé, on se le transmet. Donc, et alors, non seulement on explique à l'assuré qu'il ne s'est pas adressé à la bonne porte, mais on lui donne la porte d'entrée et on lui dit par ailleurs, c'est pas la peine de réécrire votre dossier, on l'a transmis. Donc, voilà. Donc, je vous fais la réponse. Donc, en fait, la spécificité de vos organismes justifiait qu'il y ait des médiations différentes. C'est ça que vous voulez dire et qu'après, pour le reste, vous parlez et vous connaissez bien. Je crois que les médiations en matière de santé ou de prévoyance sont les mêmes pour nous trois.
Alors effectivement, le particularisme de Arnaud, c'est que lui, il a tout le spectre des assurances de biens, oui, de biens, oui. Mais sinon, il y a... La dimension contrat collectif. Oui. Et adhésion obligatoire qui marque créer un particularisme assez fort. C'est vrai qu'à travers ce que je dis, on ne sent pas le lien entre l'adhérent et sa mutuelle, alors que chez nous, il y a un lien entre l'adhérent et la mutuelle. Ouais, c'est... Bien sûr, je partage évidemment ce que Antoine et Xavier viennent de dire sur le fait qu'on se coordonne et que ça marche bien et que l'important c'est que l'assuré sache à quel endroit s'adresser. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que notre système est un peu source de confusion parfois, c'est-à-dire si on prend le groupe AG2R La Mondiale, un assuré AG2R est chez Xavier, un assuré La Mondiale est chez nous. Bon, c'est pas d'une clarté absolue, voilà. Donc, à ce stade, de toute façon, il y a, comme vous le savez, 3 codes. C'est compliqué, le monde de l'assurance. Hein. Il y a le code des assurances, le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale. Il y a 3 fédérations. France Assureur, la Fédération nationale de la mutualité française, le Centre technique des institutions de prévoyance. Et donc, c'est une volonté politique de chaque fédération à ce stade de souhaiter avoir un médiateur qui représente son univers. Voilà. Bon, on est tous les 3 agréés par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, donc les assurés peuvent être rassurés sur la compétence. Le point, c'est que s'il y avait un médiateur des médiateurs, je pense que le phénomène par lequel des mutuelles, des institutions de prévoyance se désolidariseraient et reprendraient leur propre médiateur risquerait de se produire. Voilà. Donc. Je partage ce point de vue. Mais je vous ai interrompu. Vous n'avez pas terminé avec les remèdes. Quand oui, sur les remèdes, pardon, je termine rapidement. Je pense qu'il ne faut pas multiplier l'information parce qu'à la fin, ça devient contre-productif. Et donc, moi, je l'ai vu dans un autre secteur dans lequel je suis intervenu assez longtemps, qui était le système la matière du crédit aux particuliers, où on a augmenté les informations dues aux particuliers. Plus personne ne les lit. Un crédit à la consommation de 1 500 €, ça fait 40 pages en recto verso et écrit dans une police de caractère de 8. Hein, donc, personne ne les lit. Voilà. En revanche, d'améliorer la transparence. Oui, alors, on en parlait tout à l'heure, que les garanties soient données en euros par rapport à sur les grands postes. Étant entendu, vous avez raison, toute la nomenclature, j'ai des propositions, les couvertures du contrat, on ne peut pas les décrire en une page, mais il y a bien des garanties fondamentales. Je vais chez un médecin conventionné, ça donne quoi à la fin? L'hospitalisation. Enfin, il y a des grosses choses qui pourraient être exprimées de façon identique, obligatoirement identique par tous. Et ça faciliterait déjà les comparaisons sur des choses de base auxquelles tout le monde s'attend, non? Ça, oui, mais ce que j'allais dire, c'est que l'accroissement quantitatif de l'information, j'étais en train de dire non. En revanche, la clarification qualitative, oui. Et alors, moi, je pense que ce serait pas mal déjà d'expliquer dans les notices ce qu'est l'économie d'une garantie de frais de santé. Voilà, dire c'est un complément de la sécurité sociale, mais c'est un contrat collectif, c'est un contrat indépendant, donc on peut pas, donc ça n'est pas, la complémentaire ne complète pas la totalité des soins. Et je pense qu'un petit exposé pédagogique, comme ceux qu'on peut retrouver sur des sites type servicepublic.gouv, des choses de clarification pédagogique, à mon avis, serait pas mal, parce que beaucoup de notices démarrent par une flopée de citations de textes pour les miens du Code de la sécurité sociale. Moi, je les comprends, mais en les lisant 10 fois. Donc, et a priori, donc j'imagine que quelqu'un qui est profane, même au bout de 10 lectures, cale facilement. Je pense qu'on peut faciliter le lien entre les catégories contractuelles et les nomenclatures de la sécurité sociale. Et il y a quand même une chose qu'on voit dans certains contrats, qui est dans les notes de bas de page, on ne peut pas faire autrement, un lien hypertexte qui permet d'accéder aux nomenclatures du site Amélie.
Voilà. Et donc, quand on lit son contrat, on se dit, bon, est-ce que le soin que je vais recevoir sera couvert? Et là, on a un petit lien vers Amélie, et on dit, et sur Amélie, on a la liste avec les cotations des soins qui sont pris en charge. Et là, ça permet quand même, quand on voit prothèse dentaire, et qu'on se demande si un inlay ou un non-lay, c'est une prothèse dentaire, mais c'est des choses aussi basiques que ça, bien, on appuie, on clique sur prothèse dentaire, et là, on a les types de soins avec la nomenclature Amélie qui sont vraiment pris en charge. Donc ça, je trouve que, ça, je dirais que c'est de la pratique, c'est de la technique, mais je pense que la mettre en œuvre résoudrait déjà pas mal de difficultés. Et sur les estimations de remboursement, qui sont extrêmement utiles, je pense qu'il faut absolument limiter les réserves. Et je pense qu'il y a deux réserves légitimes qui sont la durée de validité, de dire l'estimation vaut 3 mois, 6 mois, mais pas plus. Ça, c'est une réserve légitime parce que les contrats évoluent. Et l'autre réserve légitime, c'est la réserve des plafonds. C'est de dire, on vous donne une estimation sur des soins pour lesquels les garanties sont plafonnées, mais on ne peut pas préjuger du fait que vous ayez sollicité d'autres estimations qui vont également engendrer un déplacement du plafond. Je prends un exemple simple, on vous dit, pour un implant, vous avez le droit à 1 000 € par an. Voilà. Pour les implants, c'est 1 000 € par an. On fait une demande, on sollicite une estimation pour un implant et l'organisme assureur dit, moi je vous dis, vous avez le droit jusqu'à 1 000, sauf si vous en demandez d'autres par ailleurs. Et donc, à vous quand même de faire attention. Et ça, c'est normal, parce que l'organisme assureur ne peut pas savoir, après une estimation, si les soins seront réalisés ou pas. Voilà, des pistes de clarification. Bon, et sur le courtage, je ne vous ai pas répondu, mais comme les contrats sont collectifs et obligatoires, je ne suis pas très concerné par le sujet. Voilà. Oui, mais avant, il n'y a pas... le courtage, ce serait auprès des entreprises. C'est ça. Mais là, pour l'instant, j'ai pas de... Quand vous intervenez, c'est le courtier, il est... Oui. Alors, je sais que la question... Pas toujours oublié, non? Il y a des contrats collectifs... Mais avant, il y avait les clauses de désignation. Oui, c'est bien. Voilà. Mais bon. Je vais dire, dans une petite entreprise qui a eu recours à un courtier pour... Enfin, vous les voyez pas, c'est pas donc... Pour l'instant, je ne les vois pas parce que j'ai parfois un contentieux entre l'entreprise et l'organisme assureur, mais c'est parce que l'entreprise agit pour le compte de son ou de ses salariés. Voilà. Bien, merci à tous les trois pour ces explications. Je vais maintenant passer la parole à mes collègues, Monsieur Richard, Madame Silvani, Madame Leroy. Oui. D'abord, un grand merci naturellement à tous les orateurs. J'aurais voulu vous poser trois types de questions. Voilà. Un premier type de question sur la régionalisation éventuelle de vos chiffres. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres par région? Je vais tout de suite vous dire pourquoi. Moi, je suis un sénateur alsacien. Et comme vous le savez, en Alsace-Moselle, on a un régime un peu particulier. Et donc, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si, compte tenu de la spécificité de notre système de protection, si vous avez, et avec un reste pris en charge par les complémentaires santé qui est en règle générale inférieur à ce qui est prévu ailleurs, bien sûr, est-ce que vous avez plus ou moins de saisines en matière bien sûr en matière de complémentaire santé? Ça, c'était la première question qui m'intéresse, parce que vous avez compris que, enfin, dans mon esprit, moins naturellement la couverture nécessaire complémentaire est importante, et dans mon esprit, moins par définition la déception risque d'être forte, hein, puisque, comme vous le savez, vous intervenez en 3e niveau. Voilà. Bon. Donc, et donc, par définition, il devrait y avoir moins de recours. Est-ce que c'est le cas? C'est la première chose. Deuxième, je vous pose les deux. Voilà. Deuxième type de question, c'est quelle est la suite qui est donnée, alors France entière, aux observations que vous faites, aux constats et aux observations que vous faites. Je suis très direct. Vous notez que
voilà, pour le coup, le contrat n'a pas été respecté, et ceci en défaveur de la personne qui vous saisit. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous procédez? Par définition, vous faites remonter naturellement l'information à votre mandant. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il suit régulièrement vos préconisations? Est-ce qu'il y a une nouvelle fois des discussions? Bien sûr, vous l'avez compris, nous, notre préoccupation, c'est, je ne sais pas si la présidente, on a dû vous le dire, c'est on ne travaille pas juste sur les complémentaires santé comme ça. C'est derrière, il y a et pouvoir d'achat, quoi. Bien, non. C'est les répercussions, naturellement, sur le pouvoir d'achat qui nous importent. Dans quel délai la régularisation se fait-elle, naturellement, en faveur de celui qui vous saisit? Ça, c'est de façon globale, puisque je ne crois pas que vous en ayez parlé, sauf quand je suis sorti. Et enfin, excusez-moi d'être aussi direct, toujours dans cette chasse que nous essayons de faire en matière de pouvoir d'achat, pour faire en sorte que, bien sûr, les consommateurs de santé, enfin je ne sais pas comment dire, les patients, les usagers, on va dire, voilà, pour que ça leur coûte le moins cher possible, naturellement, en termes de pouvoir d'achat. Est-ce que vous avez une idée de ce que coûte à vos mandants la prestation médiation? Je vais être très clair. Vous savez naturellement que une des préoccupations, c'est ce qu'on dit, une des préoccupations essentielles de ceux qui essaient de défendre les assurés, ou les assurés, ou les mutualistes, enfin bon, les assurés, c'est le coût des frais administratifs, notamment fluctuant, nous dit-on, et on a quand même quelques chiffres à cet égard, pratiqués par un certain nombre d'organismes de protection, qu'il s'agisse d'assurance, qu'il s'agisse de mutuelles et autres, et qui fluctuent selon naturellement ceux qui posent ce type d'affirmation, beaucoup trop d'une année sur l'autre. Voilà, l'augmentation est toujours trop importante. Donc, bien sûr, votre prestation, même si elle est gratuite, a un coût pour vos mandants. Donc, dans quelle mesure les prestations de médiation ont-elles une répercussion sur ce coût des frais administratifs dont je viens de vous parler? Ça doit, je ne sais pas si vous le savez, c'est certainement plutôt résiduel, mais je vais jusqu'au bout de ma question. Dans la mesure où, naturellement, qu'il s'agisse de compagnies d'assurance, qu'il s'agisse de mutuelles, qu'il s'agisse d'organismes de protection sociale, d'ailleurs qui peuvent être les uns les autres, ces organismes-là couvrent plusieurs sinistres, bien sûr. Des sinistres, et vous le disiez tout à l'heure, la santé, c'est 30%, etc., etc. Ces coûts, naturellement, dans la mesure où ils viendraient à être non pas résiduels, les coûts de médiation qui viendraient à être non pas résiduels mais importants, bien sûr sont répercutés sur la totalité des usagers, entre guillemets, bien qu'il s'agisse de sinistres assurance normale ou de complémentaires santé. Donc moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir une petite idée de ce phénomène. Est-ce que vous avez des chiffres à cet égard? Est-ce qu'on peut avoir une conclusion de la part éventuelle de la médiation, je le répète, dans les frais administratifs des institutions concernées, de vos mandants? Et deuxièmement, est-ce que comment c'est pris en compte, naturellement, sur le portefeuille des usagers concernés? Je vous remercie. Je vais bien essayer de commencer à répondre. En tout cas, écoutez, je ne suis pas sûr qu'on ait des chiffres sur la région Alsace, mais on essaiera de vous en trouver. Oui, le département de Alsace. On essaiera de vous en trouver, de vous en faire parvenir. Mais spontanément, il n'y a pas de surreprésentation de nos saisines venant d'Alsace. Alors,
Ah, ou de sous-représentation. Alors peut-être, oui, comme ça nous saute pas les... Oui, d'accord, comme ça nous... Vous ne devriez pas avoir un Alsacien. On ne devrait pas avoir d'Alsacien. Très bien, on va chercher donc... on va chercher dans cette direction. On va faire une recherche avec les codes postaux pour pouvoir vous répondre. Sur les suites données à nos... Excusez-moi, vous l'avez compris, c'est pas juste pour me faire plaisir et pour avoir un chiffre. Bien entendu. C'est parce qu'on a eu la présentation ici par oui, de voir si un régime différent produit l'instance locale des résultats différents. Une autre que je connaissais naturellement, mais que d'autres ne connaissaient pas, une autre façon de couvrir qui montre clairement des coûts, par exemple des frais administratifs largement inférieurs, etc., etc. Donc, dans la réflexion globale qu'on peut avoir sur comment faire pour diminuer les coûts pour apporter du pouvoir d'achat France entière, j'entends bien France entière, ça pourrait peut-être avoir une incidence. Hein, si parce qu'effectivement plus si parce que les complémentaires santé couvrent moins de choses chez vous, chez nous, couvrent moins de choses, les médiations sont encore moindres, vous avez compris que il peut peut-être y avoir un intérêt de réfléchir aussi sur un dispositif de ce genre France entière. On peut toujours rêver. Hein. Bien compris. Sur votre deuxième question, on est toujours suivi, suite donnée à nos observations. Pour l'ensemble de la médiation de l'assurance, on est suivi à 99,85% en 2023 sur l'ensemble de nos dossiers, c'est-à-dire qu'il y a 10-15 dossiers sur lesquels on n'est pas suivi dans l'année. Donc on est quasiment toujours suivi, on peut dire on est toujours suivi. Quand un assureur refuse de nous suivre, on est dans notre charte interne, il faut que ça soit exprimé par le directeur général, le ou la directrice générale, c'est-à-dire que ce n'est pas la personne de base, entre guillemets, qui va dire « je ne suis pas l'avis du médiateur ». Ça ne doit pas être anodin de ne pas suivre l'avis du médiateur. Donc il faut que les gens mécontents de notre décision au sein chez l'assureur fassent remonter, arrivent à convaincre leur hiérarchie que le médiateur dit des bêtises et qu'il ne faut pas suivre sa position. Voilà. Donc déjà, ça calme les ardeurs. Et quand un assureur dit qu'il n'a pas envie de nous suivre, on demande, on voit avec l'équipe, est-ce qu'on s'est trompé, est-ce qu'on a raté un document, ça peut toujours arriver. Et quand Marion me dit non, on est absolument sûr de notre position, on insiste. Au besoin, Marion ou moi, on fait une visioconférence, on insiste auprès de l'assureur. Ce qui fait qu'on est quasiment toujours suivi quand on donne raison à l'assuré. Voilà. Sur votre troisième question, sur combien coûte la médiation, honnêtement, je ne pense pas que ça ait un impact très, très important sur le coût des complémentaires santé. Moi, je prendrais votre question un petit peu différemment, peut-être de la manière dont... je prends votre question, mais je vais répondre d'une façon un peu différente. Si on a 33 000 saisines pour l'ensemble de la médiation de l'assurance, 2770 pour les complémentaires santé en particulier, c'est que certains assureurs ne jouent pas suffisamment le jeu, certains assureurs complémentaires santé pour ce qui vous intéresse, et n'ont pas suffisamment renforcé leur service gestion de sinistres et réclamation. Si nous sommes submergés, si on a 22% pour ce qui nous concerne de hausse sur les sujets santé, c'est que tous les assureurs n'ont pas suffisamment renforcé leur service gestion de sinistres. Donc du coup, ils laissent les dossiers se déverser à la médiation en disant c'est pas grave, parce que j'ai fait l'arbitrage entre renforcer mon service gestion de sinistre ou que le dossier aille à la médiation et que je paye ma part du budget de la médiation, je me dis qu'après tout, c'est aussi bien que je paye ma part du budget de la médiation, ça me coûte moins cher que de recruter 2-3 personnes en interne. Donc ça, c'est un vrai souci, et donc moi je dis aux assureurs, il faut que tout le monde joue le jeu. Certains ont joué le jeu suite à la recommandation ACPR, d'autres manifestement jouent moins le jeu. Donc une proposition de solution, chez nous, ça doit coûter autour de 900 € par proposition de solution. Si on fait le ratio entre le volume de propositions de solutions et notre budget. Donc, bien sûr que les assureurs auraient intérêt à faire des gestes commerciaux auparavant, mais après, c'est leur politique, c'est à eux de voir, c'est une question de principe aussi, même pour 100 €, ils peuvent ne pas avoir envie de faire un geste commercial vis-à-vis de l'assuré, parce que c'est une position de principe. Mais donc, en tout cas, quand on regarde les coûts de la médiation,
nous, voilà, enfin, on est 82 à la médiation de l'assurance aujourd'hui, on va aller vers 90, parce que par ailleurs, on a la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation qui nous dit qu'il faut essayer d'avoir des délais de réponse raisonnables. Nous, c'est 7 mois en moyenne aujourd'hui pour avoir une réponse de la médiation de l'assurance. Dans la moitié des cas, l'assuré a sa réponse dans les 3 mois. Mais bon, on a des dossiers plus anciens qui peuvent aller jusqu'à 1 an d'attente pour avoir une réponse de la médiation, ce qui, j'en conviens, est trop long, mais c'est aussi du fait du choc de saisine. Je vous ai dit qu'on a eu 70% de dossiers en plus à traiter en 2023. Donc, par rapport au coût de la médiation, certains assureurs sont très ambivalents et préfèrent laisser les dossiers se déverser à la médiation plutôt que de renforcer leur service gestion de sinistre. Alors ça, je laisse de côté l'Alsace. Je constate quand même empiriquement que c'est un contentieux plus province que Paris. C'est un constat. J'ai peu de dossiers parisiens, même assez peu en Île-de-France. Sur les frais, sur les suites, même observation que Arnaud, peut-être un résultat un peu moins bon chez nous, notamment en prévoyance. Mais généralement, ça... Alors, parce que nous, on rend un avis, donc une fois l'avis rendu, on ne se parle plus, en principe. On dit voilà ce qui doit être. Quand il y a un refus, on se parle. Moi, j'ai toujours pour principe de dire on va continuer la discussion avec 2 issues possibles. Soit, d'abord, parfois, il y a des choses que je n'ai pas comprises. Et puis, soit parfois, on arrive à faire évoluer le dossier individuellement ou à faire évoluer des pratiques collectives. Donc ça fonctionne. Mais enfin, c'est très rare. On est à 94-95% de réussite. Sachant que le taux significatif, c'est le taux d'acceptation par les organismes assureurs, plus que le taux d'acceptation par les plaignants. Parce que la tendance à aller au contentieux pour un petit litige est plus faible chez un plaignant. Bon, en revanche, moi j'ai quand même des litiges assez gros. Mais donc même pour des gros, pour des 400 000, 500 000 sur des capitaux d'essai, j'ai pas de suite, même avec des avis, ça je le sais. Et sur les frais, écoutez, moi j'ai fait un bref calcul. Notre service de médiation doit coûter à peu près 400 000 € par an. Bon, et si je rapporte, précis, non mais au chiffre, on a 15 milliards de cotisations, 15,1 de cotisations, 13,2 de prestations. Si je prends le différentiel 1,9 milliard de frais administratifs, vous voyez ce que ça représente. Concernant l'AS modèle. Non, mais j'attendrai la... D'accord, il voudrait répondre. Et puis on va accélérer un peu parce on a pris un peu de retard. Mutuelle nationale, donc la régionalisation. Moi, si un adhérent, qu'il soit à Lourdes ou à Strasbourg, il dépend de la mutuelle qui est à Paris, donc on peut pas suivre. Sur la mutuelle Alsace-Lorraine, j'ai eu un litige, je m'en souviens, c'était quelqu'un qui était passé du régime général de la sécurité sociale au régime Alsace-Lorraine et qui ne bénéficiait plus de la défalcation ou de la minoration de sa cotisation. Donc il avait réclamé, bon c'était une erreur de la mutuelle, il n'y a pas de problème. Mais c'est le seul dossier dont je me souviens relatif à l'Alsace-Lorraine. Et effectivement, je pense qu'il y a moins de dossiers qui viennent de cette région du fait du régime spécifique à l'Alsace-Lorraine. Je pense que c'est une certitude. Bon, les suites données, les avis, c'est 94% d'avis qui sont suivis par les mutuelles. Et je vous avoue que les 6% qui ne sont pas suivis, je suis incapable comme ça de vous dire effectivement s'ils ne sont pas suivis définitivement ou s'ils sont suivis dans les mois qui suivent. Mais le taux de satisfaction et de suivi est quand même de 94%. Quant au coût de la médiation, dans un premier temps, le coût de la médiation était compris dans la cotisation de la FNMF. Donc chaque mutuelle cotisait en fonction de ses adhérents, du nombre de ses adhérents, une cotisation à la FNMF, et le coût de la médiation était pris sur cette cotisation. Certaines mutuelles ont estimé qu'effectivement, elles étaient plus petites, elles n'avaient pas besoin de recours aux médiations ou n'avaient pas recours au médiateur de la mutualité. Et donc, on demandait que ce ne soit pas pris sur la cotisation. Et donc, la médiation fait payer aux dossiers qui sont traités directement les mutuelles. Les coûts, je ne les ai pas en tête, mais on peut les communiquer. Le coût par mutuelle que l'on facture aux mutuelles et puis le coût de la mutualité.
Voilà, rapidement. Merci beaucoup, Madame Silvani. Oui, Madame Leroy, rapidement. peut-être Je pense qu'elle va être un peu en marge, mais c'est pour la fin. Parce que dans ce que j'ai compris, c'est pas facile. Hein, je fais partie du grand nombre de personnes qui ont du mal avec les lignes à police 8, 50 pages pour expliquer ce que le médecin aurait très bien pu m'expliquer juste avant, quoi. Mais bon. Vous êtes médiateur aussi bien pour des assurances, des mutuelles et des courtiers. Non, moi que pour des mutuelles de santé. De santé. Et de prévoyance. Oui, mais dans l'institution, il y a mutuelle et assurance. C'est important pour ma question. Dans la famille des assureurs, les institutions de prévoyance sont des organismes particularistes, elles sont des organismes paritaires. Oui. Ils sont des mécanismes paritaires dont le conseil d'administration est composé à parité de représentants des syndicats et de représentants des employeurs. Ce sont les partenaires sociaux. Et moi, des mutuelles de santé relevant du code de la mutualité française. Oui, c'est le terme générique. Voilà. Moi, j'ai les assureurs, donc elle est... Oui, voilà. Et je répète pas, vous avez entendu. Voilà. J'aurais été curieuse de savoir si vous aviez pu identifier, depuis votre poste un peu d'observation, des tensions, des désaccords en fonction du statut de l'assureur, justement, et sur quel sujet. Voilà. Et j'avais une deuxième question, mais très rapide. Peut-être vous l'avez dit, mais je suis sortie. Est-ce que les saisines relèvent essentiellement d'un défaut de compréhension du taux de remboursement, est-ce que c'est de cette incompréhension les raisons pour lesquelles on fait appel à vous? Parce que je n'arrive pas à identifier en fait, sur quoi d'autre. Je pense au moment où vous êtes sortis, chacun a détaillé précisément les... Il ne faut jamais répondre au téléphone. Si, parfois, c'était important aussi. Oui. Mais ils ont détaillé, donc on verra. C'est juste parce qu'on a c'est vrai. À 18h15, donc dans pas longtemps, on a une autre audition. Donc, parce que c'était en lien en fait avec une question complémentaire, parce que j'ai eu l'occasion de croiser moi des praticiens, des médecins qui eux faisaient l'explication. C'est-à-dire, on n'avait pas forcément à aller chercher de quelle nature était la prothèse, comment j'allais être remboursé. Le médecin jouait ce rôle-là en disant, voilà, c'est tel type de prothèse, ça va coûter tant, on va demander à votre mutuelle, la mutuelle va nous dire combien elle vous rembourse. Donc, il n'y a pas ce côté, je n'ai pas compris, je fais un soin et du coup, je me retrouve à ne pas être remboursé comme je voulais. Voilà, je cherchais le lien entre les pratiques médicales et la nature du remboursement. Non, juste sur les causes des saisines, on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, on joue un rôle de tiers de confiance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous saisissent pour vérifier, j'ai été remboursé de 300 € par ma complémentaire santé, est-ce que c'est le bon montant, est-ce que j'ai été correctement remboursé? Donc on est dans une société où la parole des institutions financières, la parole de l'assureur est questionnée et où on joue ce rôle de tiers de confiance pour vérifier si le contrat a correctement été appliqué. Et Xavier a donné des explications tout à l'heure sur un implant dentaire, est-ce que c'est un inlay, est-ce que c'est de telle nomenclature, est-ce que j'ai été correctement remboursé? C'est très difficile à comprendre effectivement pour l'assuré. Donc s'il est dans une certaine relation de défiance vis-à-vis de l'assureur, il va dire je demande à un tiers, en plus qu'on peut saisir gratuitement, de vérifier si le contrat a été correctement appliqué. Bon, ça nous arrive très fréquemment. Et puis, sinon aussi, tout simplement, quand l'assureur dit « je ne paierai pas », parce que vous n'avez pas la garantie adéquate et que l'assuré proteste et dit « voilà, je demande au médiateur de vérifier si je n'ai pas droit à quelque chose ».
différents motifs de saisine, ils ont donné vraiment des explications précises. Eh bien, Madame, Messieurs, je vous remercie vivement. C'était très clair et très intéressant, très utile. Non, mais franchement, on a appris beaucoup de choses et enfin, votre expérience est très, très précieuse pour nous. Et votre connaissance technique des sujets, cela va sans dire. Eh bien, merci. Si dans la suite du process, on avait besoin de vous adresser une ou deux questions complémentaires, plus voilà, vous nous autorisez. Mais vraiment, vos réponses étaient vraiment très pertinentes et utiles. Je vous remercie beaucoup.